Rebonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour la deuxième partie du podcast avec Dr Patrick Prudhomme. Dans cette partie, on aborde quelques sujets et échanges entre professionnels sur la cardiologie. Il nous présente aussi un aîné qui a été significatif dans sa vie. En plus, restez des nôtres dans les prochaines capsules informatives car il sera avec nous pour nous parler du cœur et tout ce qui est en lien avec la personne. La solution, c'est tout le temps de rendre le patient plus en santé, de rendre le patient mieux. Il n'y a pas un médecin, un intervenant, une personne qui est dans le milieu de la santé qui va vouloir le détriment du patient, va vouloir... On s'entend tous qu'on veut avoir un patient plus en santé, mais là, l'endroit où on s'entend peut-être un peu moins, c'est le chemin pour s'y rendre. Dans le fond, le chemin pour s'y rendre, ben c'est juste que des fois, certaines personnes qui ont des convictions quand même assez fortes, ils peuvent ressentir que quand on contredit leur chemin pour se rendre à la meilleure santé du patient, leur solution, leur traitement ou leur approche à un problème, ils peuvent se sentir personnellement visés. Puis ces personnes-là, dans le fond, des fois, peuvent avoir des réactions comme qui sont un petit peu personnelles, qui sont un petit peu... Fait que je pense des fois, ça froisse un peu quand on discute parce qu'on est des personnes tous passionnées, puis on a tous à cœur le meilleur être de la personne. Je pense que des fois, ça peut rentrer en conflit un petit peu à cause de ça. Le Mauve vous présente l'heure dorée. De notre côté, on est des intervenants sociaux, puis souvent nos proches vont nous questionner par rapport à, exemple, la DPJ, la toxicomanie, une intervention à faire auprès d'un aîné ou des choses comme ça. Est-ce que toi, dans ton entourage, ils ont tendance, lors d'un souper de famille, de te poser des questions sur une situation médicale ou puis comment tu réagis quand ça arrive? Ouais, je dirais que souvent les personnes ont des questions un petit peu ponctuelles, un peu aléatoires sur la santé. Là. Souvent, c'est soit des sujets d'actualité, là, comme par exemple la pandémie. C'est clair que ça a créé un besoin d'information quand même assez criant pour les personnes. Fait que même si je suis pas un spécialiste en la matière d'infectiologie, tout ça, j'ai certaines connaissances de base. Donc, on devient la personne ressource. Donc, quand les gens ont des questions médicales ou... je dirais que les personnes sont relativement curieuses. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus curieuses que d'autres, qui posent plus de questions. Là, je le vois dans mes cercles d'amis, mes cercles de famille. Il y a des personnes qui me posent beaucoup plus fréquemment des questions. Puis je pense que cet intérêt-là, face à en savoir plus, je pense que c'est un comportement qui est quand même assez protecteur puis qui favorise l'adoption des habitudes de vie saine. Je pense que la curiosité, c'est un moteur pour la santé. Là. Je pense que d'essayer d'en apprendre plus sur la santé ou la prévention des maladies, tout ça, je pense que c'est vraiment un comportement super à adopter. C'est clair que dans les réunions de famille, quand il y a une question médicale, on devient un petit peu l'expert de la famille. Là, fait que, on répond aux questions, même si c'est pas notre champ d'expertise. Moi, je suis résident pour des problèmes adultes. Là. Je ne suis pas résident en pédiatrie, mais ça m'arrive dans des personnes, par exemple, qui me posent des questions sur leur enfant, sur Facebook. Mon enfant, par exemple, fait de la fièvre, qu'est-ce que je fais? C'est sûr, je leur donne des petits avertissements comme quoi je ne suis pas spécialiste en la matière, mais on devient souvent la personne de référence, là, puis on essaie de répondre aux questions dans notre champ d'expertise. Il ne faut pas dépasser notre champ d'expertise, mais oui, on vient à répondre à plusieurs questions personnes dans notre entourage. Puis toi, est-ce que ça... comment dire, est-ce que ça te plaît de pouvoir y répondre ou des fois t'aimerais ça comme avoir un souper puis te dire comme ben à soir je suis pas médecin. Ah non, moi ça me plaît vraiment de répondre. Je pense que je trouve ça très intéressant quand les gens se démontrent curieux alentour de moi. Puis moi c'est vraiment mon plaisir de discuter avec des gens qui ont un intérêt à en savoir plus sur la santé en général, peu importe le sujet, même si c'est pas dans mon domaine d'expertise. Puis non, moi j'accueille ça avec la porte ouverte. J'adore ça, discuter avec les gens, puis leur apprendre. Puis les gens aussi en rétrospective aussi, ils m'apprennent sur leur vision de certains problèmes de santé, puis leurs convictions, puis leur expérience personnelle. Fait que je pense que
c'est un événement qui nous fait grandir tous. D'un autre côté, comment tu te sens lorsque des gens jouent les pseudo-professionnels, on pourrait dire, et te confrontent sur ton champ d'expertise? Ben, moi, je le prends vraiment d'une manière ludique. Là. Je pense que les personnes, souvent, quand ils adoptent des comportements comme ça autour de moi, c'est des personnes que je connais. Fait que, ils jouent un petit peu à l'avocat du diable pour le plaisir. Mais par contre, je dois dire que je prends assez ça négativement quand c'est fait dans les médias ou dans les... chez les personnes qui sont vulnérables, là, comme il y a eu des épisodes récemment de personnes qui ont été accusées d'exercice illégal de la médecine dans les médias. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Là, les pratiques. Puis, il y a des pratiques, dans le fond, qui visent à prévenir certains cancers ou à traiter certains cancers. Puis, par exemple, là, que j'ai entendu récemment dans les médias, puis ces pratiques-là, chez les personnes vulnérables qui croient un petit peu à tout ce qu'on leur dit, mais ça peut retarder le contact avec le médecin ou le contact avec le système de santé. Puis ça peut retarder des diagnostics qui, initialement, auraient été traitables, mais qui finissent par, étant donné ces pratiques-là qui sont douteuses, à devenir comme létales. Là. Donc, pour être franc, ça me fâche. Par exemple, aussi, on a le courant d'anti-vaccins qui est très populaire dans les médias, qui œuvrent avec des moyens un petit peu orchestrés pour diminuer la validité des vaccins, puis de faire croire aux gens qu'il y a des effets secondaires plus graves qu'ils le sont en réalité, ou qu'il y a des complots économiques qui sont orchestrés par les gens qui font les vaccins. Ça, je pense que c'est vraiment... ça peut nuire à la santé globale des gens. Là. Donc, quand il y a des gens, par exemple, sur les médias sociaux qui apportent des comportements comme ça, des fois, je trouve ça un peu fâchant pour être franc. Mais je pense qu'il faut traiter ces personnes-là quand même avec du respect, parce que si on se met à escalader puis à provoquer les gens, souvent les personnes ne le savent même pas, qui ont des croyances qui sont erronées. Fait que, je pense qu'il faut adopter ça avec tact. Il ne faut pas non plus comme insulter, invectiver ces gens-là. Je pense qu'il faut vraiment les approcher, avoir un dialogue sensé. Puis je pense que quand ces personnes-là, dans leur cheminement, ils vont être rendus à être ouverts d'esprit puis à comprendre certaines réalités, là, je pense que ça va être le mieux pour tout le monde. Je pense non plus qu'il ne faut pas se considérer comme étant le grand expert qu'on sait tout. Là. Je pense que l'esprit de base d'un scientifique, c'est qu'on sait pas tout, puis qu'il y a souvent des aspects qu'on ignore, là, parce que si on savait tout, ça va à l'envers de la science. Je pense que la science, c'est de dire qu'on connaît une certaine proportion de connaissances, mais qu'il nous en manque beaucoup encore à comprendre. Fait que je pense, pour rapporter un point qu'on a fait plus tôt, je pense qu'il faut rester humble dans cette relation-là avec la connaissance puis la science. Puis, étant donné ça, je pense que si on garde cette attitude-là, on va se faire plus respecter par des personnes, par exemple, qui ont plus tendance à contredire ou à aller contre le courant. Puis, en gagnant le respect de ces personnes-là, on pourra avoir un dialogue qui va être productif. En intervention, on a souvent, pas souvent, on a plusieurs écoles de pensée selon le type d'intervention, selon le type d'éducation puis de philosophie qu'on a eu tout dépendant de l'université aussi. Comment ça se passe lorsque, disons, 2 ou 3 ou 4 casologues discutent sur le cas d'un patient? Est-ce que ça arrive justement que les écoles de pensée divergent? Parce que c'est peut-être ton collègue qui t'a étudié ou quelqu'un qui vient d'une autre université. Est-ce que le respect est quand même là, ou est-ce que votre passion pour le métier, votre passion pour cette discipline-là prend des fois le dessus? C'est une question très intéressante. Mais je pense que effectivement, c'est toujours fait dans le respect. Je pense que c'est vraiment de discuter des cas plus complexes entre collègues. Puis, toujours quand c'est fait dans le but d'améliorer la santé du patient dont on parle, je pense que c'est très productif et très bénéfique pour le patient. C'est sûr que, comme tu l'as dit, c'est des sujets souvent qui nous rendent passionnés. Fait que je ne peux pas cacher que des fois, il y a des discussions qui sont un petit peu flamboyantes, étant donné que on a tous des convictions, justement, dans ces discussions qu'on rentre en conflit. Là, c'est-à-dire que on approche des points de vue qui sont parfois différents chemins pour se rendre à la solution. Au final, ça finit toujours qu'on a le meilleur intérêt du patient en tête. Là. Je pense que ces discussions sont vraiment bénéfiques dans les cas qui sont plus complexes. C'est clair que les cas qui sont simples,
on n'aura pas vraiment... midi à 14h, il n'y a comme pas personne qui va dire OK, c'est correct de fumer, puis on l'arrêtera pas de fumer, là, mais dans les cas plus complexes qui sont pas si évidents que ça, c'est là que des discussions entre collègues vont rentrer en bénéfice. Puis souvent, on a ce qu'on appelle des lignes directrices aussi là, en médecine pour nous guider un peu dans ça. Puis ça, les lignes directrices, c'est plusieurs questions comme un petit peu plus complexes, comme j'expliquais, où est-ce qu'il y a des panels, par exemple, de 10 personnes qui se parlent de ce sujet-là, puis se disent, OK, est-ce qu'on est en accord avec ce point-là ou pas? Fait que ça nous aide à guider ces discussions-là, parce qu'il y a déjà des gens qui font tous ces exercices-là pour tous les problèmes de santé possibles, qui font ce genre de discussions-là difficiles, puis qui disent, ah ouais, mais tu devrais probablement faire ça. Fait que ça peut t'aider à avoir des discussions, ça s'appelle des lignes directrices, puis j'imagine que dans votre ordre aussi, vous avez probablement ça, mais nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se base pour résoudre ces différends-là, puis résoudre des problèmes de santé aussi. Et une sous-question ou une question de suivi avec ça, là, tu étais en résidence. Ouais. Si on s'entend, tu as quand même déjà toutes tes études derrière toi, ouais. Mais en résidence, tu dois quand même faire tes preuves devant ton superviseur de médecine, justement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou as-tu déjà été témoin, justement, que un résident ne soit pas en accord ou croit fermement à la solution qu'il propose, mais que son superviseur de médecine ou son médecin chef, comme on dit, lui dise de ne pas aller vers sa vision de faire puis de suivre ce qu'il y avait? Oui, ça arrive périodiquement, puis c'est d'ailleurs le sujet de comportements un peu déplorables. Je dirais que ces comportements-là sont un peu c'est marginal, ça n'arrive pas fréquemment, mais on parle d'intimidation à la résidence et tout ça. Puis moi, j'ai été témoin, je ne mentionnerai pas où, quand, comment, mais j'ai été témoin de situations où est-ce que justement le résident avait comme conviction qu'un traitement donné était le meilleur pour le patient, puis que le patron non. Puis le patron en question aurait diminué les capacités personnelles du résident à cause qu'il ne s'entendait pas par rapport au traitement. C'est sûr que dans cette situation-là bien précise, le patron avait raison, mais des fois, c'est déplorable de voir qu'il y a des attaques un peu personnelles, dégradantes, humiliantes aussi, là, dans le milieu de la santé. Je pense que ça revient un petit peu à la discussion qu'on a dit, on veut tous le bien-être du patient. Fait que, d'avoir des discussions collégiales, je pense que ça améliore la qualité des traitements. Puis ça nous amène à notre but commun plus facilement. Fait que je pense pas qu'il doit y avoir des insultes ou des atteintes à ces résidents-là. Là, moi, personnellement, j'ai pas été vraiment victime d'intimidation, mais j'ai été témoin dans certains milieux de stage, à certains moments, que justement, quand il y avait des différends dans la vision de certains problèmes de santé de patients ou de traitement, qu'il y avait des épisodes d'intimidation, puis ça, je trouve ça déplorable. Ça nous amène maintenant à notre segment mécanisme social. Faisant partie d'une équipe de santé et de services sociaux, quelle action que vous posez en équipe auprès de la communauté qui te rend fier? Je pense que les éléments qu'on apporte à la communauté, c'est vraiment des éléments d'éducation, justement des patients puis de la société. Là, il y a des événements justement de prise de conscience, de sensibilisation par rapport à différents problèmes de santé. Puis ces problèmes de santé-là, par exemple, les maladies coronariennes, les infarctus ou l'insuffisance cardiaque. Des fois, les personnes dans la société ne sont pas nécessairement toujours au courant de ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis peuvent ne pas savoir les signes aussi, par exemple les AVC ou ces choses-là. Puis, de reconnaître les signes précoces, ça peut sauver des vies. Là. Fait que je pense que ce qui me rend fier en général de ma profession, puis de mon milieu de travail, c'est qu'on essaye toujours de conscientiser les personnes par rapport aux réalités médicales, par rapport aux symptômes de certaines maladies, par rapport à l'existence de certaines maladies, pour que les gens reconnaissent les symptômes précurseurs, puis se présentent plus vite à l'hôpital quand ça arrive. Je pense que dans le fond, l'éducation continue qu'on fait quand on rencontre des personnes, des patients, par rapport aux habitudes de vie, ça c'est vraiment important. Je me répète souvent pendant l'entrevue, mais je pense que c'est le nerf de la guerre. Là. Je pense que quand tu rencontres des personnes puis tu leur fais de l'éducation sur les habitudes de vie puis les problèmes de santé courants,
Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me rend fier parce qu'on agit concrètement pour améliorer la santé des populations. Fait que ça nous ramène un peu à ce qu'on parlait tantôt, sensibilisation, prévention. C'est plus qu'on en parle, plus qu'on va améliorer, dans le fond, les habitudes de vie des gens. Puis, fait que ce que tu apportes, dans le fond, ça serait que avec ton équipe, vous vous assurez constamment de transmettre cette éducation-là, que ce soit à vos patients ou à la communauté, pour justement faire en sorte que l'avenir soit plus sain. Oui, exactement. Je pense que dans ma sous-profession, en cardiologie en particulier, là, c'est une discipline où est-ce que la reconnaissance des signes de certaines maladies doit se faire précocement, doit se faire vraiment rapidement pour la plupart. Je pense par exemple à l'infarctus. Si on connaît les symptômes spécifiques, on peut se présenter plus vite à l'hôpital et avoir des traitements en temps plus opportuns. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des patients ou des patients que j'ai rencontrés à l'urgence qui croyaient avoir une indigestion depuis 3 jours, qui ne savaient pas exactement c'était quoi, puis dans le fond, qui ont fait un infarctus, puis il était relativement trop tard pour sauver leur infarctus. Et les personnes ne sont pas mortes, mais ils vont vivre avec des séquelles de ça pendant plusieurs années. Fait qu'étant donné que ces personnes-là n'étaient pas assez éduquées par rapport à ce que c'était un infarctus, les signes possibles, puis qui étaient à risque, soit par les annonces à la télévision, dans les journaux, leurs médecins de famille, les personnes qui sont entrées en contact au point de vue médical dans leur vie, ces personnes-là peuvent subir des séquelles importantes. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est très important là, pour la prévention. C'est surprenant ce que tu apportes là. C'est selon toi, étant au Québec, où que l'accès médical est gratuit, on s'entend là. N'étant pas dans un pays comme les États-Unis où que chaque rendez-vous médical a un coût, que les gens pourraient avoir une raison financière pour ne pas aller consulter un médecin, mais ici que tu peux aller consulter ton médecin, même si on se plaint que ça peut être long des fois, mais tu peux quand même aller le consulter gratuitement. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas consulter, ne vont pas davantage questionner sur leur corps là? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Je pense qu'il y a une strate de la population qu'on rencontre qui sont plus fréquemment atteints des maladies du cœur. Par exemple, en haut de 60 ans et tout ça, qu'il n'y avait pas vraiment de programme de santé qui visait à l'éducation des symptômes précurseurs de certaines maladies qui avaient été implantées dans la société. Là, c'est arrivé un petit peu plus tardivement que ça. Donc, je pense que certaines personnes n'ont pas eu l'éducation de ces symptômes-là en temps opportun. Je pense que dans le fond, la peur aussi de devenir malade chez des personnes qui n'avaient pas de maladie au préalable, ça, je pense que ça peut empêcher les gens de consulter. Je pense qu'il y a aussi certaines personnes, étant donné qu'ils n'ont pas de support social assez adéquat, mais que ça devient quasiment difficile de se présenter à l'urgence, à l'hôpital, parce que, par exemple, une telle personne peut être proche aidant pour une autre personne. Ça m'est arrivé souvent de voir des personnes qui ont eu des conditions cardiovasculaires urgentes et dangereuses pour leur santé, qui ne sont pas venus consulter à temps parce que, par exemple, leur conjointe était atteinte de la maladie d'Alzheimer puis avait besoin d'un aide continue, puis ils ne savaient pas qui pourrait prendre soin de leur conjointe, par exemple. Si eux venaient, si eux étaient malades, puis les patients, il y avait une condition urgente. Rencontrer quelqu'un, par exemple, qui avait une condition cardiovasculaire qui nécessitait un traitement urgent, puis qui a refusé, par exemple, une opération, étant donné qu'il était naturel pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, fait que lui, il ne voulait pas prendre le risque qu'il arrive quoi que ce soit sur la table d'opération ou même juste prendre l'arrêt pour se soigner parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un en charge. Exactement. Donc tu sais, des fois, il y a des gens qui prennent des choix qui sont pas optimaux pour eux, étant donné qu'ils n'ont pas de réseau de support adéquat. Fait que ça, c'est une autre des raisons qui explique pourquoi les gens ne se présenteraient pas à l'urgence pour être traités. Là. Il y a plusieurs autres facteurs, mais je pense qu'il faut avoir une vue un petit peu plus holistique. La santé, c'est pas juste les maladies, les pilules, les prises de sang. C'est vraiment
le réseau de support, l'éducation, le statut socio-économique aussi qui influence beaucoup la santé des gens. Puis ça, c'est général à tous les problèmes de santé, là. C'est pas juste en cardiologie, là, comme vous pouvez le deviner. Tu abordes justement c'est une situation justement de ne pas aller à l'hôpital parce qu'on ne va pas laisser peut-être un proche. Puis c'est souvent une dynamique que les aînés en couple vivent. Une des questions qu'on aime poser à nos collègues, à nos partenaires, c'est présentement, ça c'est sur deux volets, présentement et disons dans 20 ans, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour justement améliorer la situation des aînés pour qu'ils puissent avoir accès à pas à des meilleurs soins, parce que les soins sont quand même de qualité, mais pour pouvoir avoir accès plus facilement pour eux aux soins de santé et les services sociaux? Je pense que dans le fond, le programme d'aidants naturels, je pense qu'il faudrait qu'on bonifie le programme d'aidants naturels, là. Je pense qu'une grosse proportion des personnes qui sont pas tant institutionnalisées actuellement ont des proches qui les aident à rester en leur milieu de vie en communauté. Puis je pense que il y a souvent de l'épuisement des proches par rapport à ces aspects-là. Parce que souvent ces proches-là ont d'autres travails que juste s'occuper de la personne en question. Ça entraîne des dépenses, des absences à leur emploi. Je mentionne pas spécifique, mais dans ma vie personnelle, je connais des personnes qui doivent manquer du travail beaucoup pour aider leurs proches qui sont en perte d'autonomie, par exemple. Donc je pense que vraiment, ça doit passer par vraiment le soutien aux proches aidants. Je pense que ça va être la clé, la solution là, pour répondre à ce problème-là. Et d'ici 20 ans, concrètement, est-ce que, avec une baguette magique, si on pouvait faire quelque chose, est-ce que... Tu sais, moi, souvent, je me suis dit, pour les aînés qui vont pas des fois à l'hôpital, tu sais, de faire un retour avec les médecins à domicile ou des choses comme ça. Est-ce que, concrètement, c'est une vision qu'on pourrait se dire positive pour eux? Je pense que les soins à domicile, c'est une bonne piste de solution. Je pense que la pandémie, pour tout le mal que ça a causé certains biens, là, des petits biens par rapport au mal que ça a causé. Puis c'est vraiment la télémédecine. Là. Je pense que la télémédecine utilisée judicieusement, ça peut être un atout dans les années à venir. Je pense que les personnes plus âgées, par exemple, c'est difficile pour eux aussi parce qu'ils ne sont pas nécessairement familières, ces personnes avec la technologie. Fait que je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen que ces personnes-là aient accès plus facilement à des moyens d'effectuer la télémédecine qui leur sont plus faciles d'utilisation. Parce que certaines personnes âgées qui sont super à l'aise avec la techno, exactement. Moi, j'ai des patients de 80 ans qui... C'est rare, là, mais j'en conviens, mais que j'ai pu avoir des entretiens Zoom avec eux pour leurs problèmes de santé. Puis ça s'est super bien déroulé, là, mais il y a des personnes qui n'ont jamais eu le contact de l'informatique. Mais je pense qu'une grosse partie de la solution à ce niveau-là, c'est vraiment la télémédecine. Ça va soulager bien des problèmes. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus l'utiliser à outrance, là, parce que récemment, on a eu une augmentation de certaines hospitalisations en lien avec la... on ne pourra jamais le prouver, là, mais je pense qu'il a été en lien avec la télémédecine utilisée un petit peu abusivement. Je pense qu'il faut l'utiliser judicieusement, mais pour certaines personnes qui sont en perte d'autonomie, qui nécessitent certains suivis médicaux bien précis, je pense que l'emploi de la télémédecine, ça peut être une solution pour améliorer l'accès au système de santé dans les 20 prochaines années. Donc. Au fond, comme je disais tantôt aussi, tant que ça soit fait avec modération et en équilibre aussi, le présentiel et le virtuel. Oui, exactement. Il faut vraiment faire attention. Par exemple, il y a des personnes, je donne l'exemple de la surdité. Là, il y a des personnes que nous, on faisait pendant le cœur de la pandémie, on faisait souvent des entretiens téléphoniques à la fois pour certaines nouvelles consultations ou pour des suivis de patients. Puis des fois, ça arrivait qu'il y ait des oublis là, par rapport aux cédules, qu'il y ait des patients avec des gros problèmes de surdité qui a été listés au téléphone ou des patients que tu te rappelles, mais tu te rappelles pas leur niveau cognitif exact, puis que quand tu leur parles au téléphone, c'est dur de leur expliquer. Puis, il y a des barrières quand même assez importantes à ça, mais je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité qui va révolutionner le monde de la santé en général, l'intervention sociale, puis la médecine. Je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir conçu dans les prochaines années, mais qu'on régule, puis qu'on mette des balises claires. Là, mais je pense que ça pourrait aider vraiment à l'accès à certaines personnes au système de santé. Là. Merci.
Étant maintenant cardiologue, peut-on dire que tu as terminé tes études en médecine ou y a-t-il une nouvelle spécialité qui t'intéresse? Ouais, juste dans le fond, un petit rectificatif, c'est pas tout à fait, là, il reste quelques mois, là. Il te reste quelques mois encore, ok. Mais tu sais, oui, c'est pas mal complété. Ben, c'est sûr que moi, dans le fond, j'effectue actuellement le programme de clinicien-chercheur, là, donc la recherche, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Puis, tu sais, j'ai des implications à cet effet qui sont en cours. Je pense que dans le fond, l'imagerie cardiovasculaire, c'est quand même un domaine qui est assez intéressant pour moi, puis dans lequel je suis confortable. Je pense que d'effectuer les diagnostics, puis de renseigner autant les patients que les différents cliniciens qui ont des questions sur la fonction cardiovasculaire, la santé cardiovasculaire appliquée. Moi, je trouve ça vraiment trépidant. Puis, c'est ça. Fait que je pense que je vais poursuivre justement des activités en recherche dans ce contexte-là, puis de continuer à essayer de trouver des réponses aux questions qui ont pas encore de réponse actuellement. Là. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va alimenter ma carrière puis mes motivations pendant les prochaines années pour ça. C'est cocasse parce que depuis le début que je t'écoute, je suis comme, il me semble que je le verrais en recherche, tu sais. Puis là, c'est là que tu me dis ça. Puis je m'en allais te lancer là-dessus, mais tu y as abordé tout seul. Fait que j'étais comme, bon, ben moi, j'étais pas dans le champ. Mais c'est ça, je te voyais. Moi, j'étais comme, il a l'air tellement vraiment comme passionné. Puis de la manière même que tu t'exprimes, que tu t'analyses les choses, j'étais comme, il me semble la recherche, il me semble qu'il serait tellement à l'aise là-dedans, mais c'est ça, t'as vraiment confirmé ma pensée. le visage de l'emploi. Oui, exact. Ça nous amène à notre moment de vérité. Ayant été dans le feu de l'action lors de cette pandémie, sans porter atteinte au travail des professionnels sur le plancher, comment évaluer la gestion de la crise? Bonne question. Je pense qu'on a eu des capacités de résilience quand même assez incroyables, là, le milieu de la santé. Je pense que ça a été relativement bien géré. C'était des défis de taille qu'on ne s'attendait pas, puis ça demandait vraiment de se revirer sur un dixaine, comme on dirait en bon québécois. Mais je pense que vraiment l'agilité du système a été vraiment excellente. Je pense qu'il y a eu par exemple des ratés en termes de communication, ça pourrait être franc, là. Je pense qu'étant donné qu'on n'avait pas toutes les réponses initialement, il y a eu certaines prises de position autant du système de la santé que gouvernemental qui ne reconnaissaient pas le fait qu'on ne savait pas encore les réponses à nos questions. Je donne par exemple l'emploi du masque dans les milieux communs, dans les milieux de transport en commun ou les milieux de travail. Ben, au début, il y a eu des problèmes de communication avec les acteurs du milieu de la santé gouvernementaux. Là, on ne savait plus sur quel pied danser. Puis ça, je pense que ça relève de la transparence. Je pense qu'il faut vraiment... faut pas agir comme si on était omniscient, si on connaissait tout. Je pense que, encore une fois, c'est un devoir d'humilité là, pour faire des parallèles comme avec des questions précédentes. Je pense que quand on connaît pas la réponse, faut simplement qu'on dise qu'on ne connaît pas la réponse encore, puis qu'on travaille fort à aller chercher cette information-là. Puis je pense aussi qu'un des ratés, ça a été vraiment aussi de polariser les différents champs de pensée. Là, je pense que autant que les mesures sanitaires, ça tombait sous le sens pour le personnel médical, pour les personnels qui agissaient au point de vue socio-sanitaire. Je pense qu'il y a des personnes qui avaient des points de vue opposés, que j'étais personnellement en désaccord, mais qui étaient contre les mesures sanitaires, contre les vaccins. Mais je pense que ces personnes-là n'ont pas été traitées avec assez de respect, même si leur point de vue, j'étais en désaccord, puis que souvent il y avait des lacunes importantes. Puis je pense que le fait que ces personnes-là ne se sont pas senties comme respectées, même ridiculisées, ben, ça a augmenté leur animosité envers le système de santé et les mesures sanitaires. Puis ça a fait en sorte que ces personnes-là ont recruté d'autres personnes qui suivaient leur champ de pensée. Fait que je pense que dans le fond, il faut qu'on soit compréhensif face au point de vue des autres à l'avenir. Puis je pense qu'il faut qu'on soit plus transparent.
Je pense qu'il faut qu'on dise exactement pourquoi on fait certaines mesures. Je pense qu'il y a plusieurs milieux économiques qui ont été affectés durement dans la crise, puis que on l'expliquait pas exactement les éléments de pensée qui nous faisaient comme prendre certaines actions, puis les études ou les éléments scientifiques qui étaient derrière ça. Fait que c'est un travail, je pense qu'on devrait améliorer la communication si c'était à refaire, la transparence, le respect des autres. Je pense que c'est vraiment des points qui auraient été améliorés, mais pour les points forts de notre prise de crise en tant que société, je pense que ça a été l'agilité de la société en général aussi, puis du milieu de la santé. Ça a été la résilience. Hein. On a eu des mesures sanitaires, puis des restrictions qui ont été vraiment persistantes dans le temps, puis on a quand même maintenu le cap avec certains relâchements, mais très peu, là. Fait que je pense que c'est des points forts qu'on a. Fait que, tu sais, je pense que des points forts, des points faibles. Je pense que dans la vie en général, il faut tout le temps. Il n'y a personne qui est parfait. Je pense qu'il faut vraiment analyser ce qu'on fait, voir c'est quoi qui est amélioré, c'est quoi qui est bien fait. Puis, pour travailler vers une société, puis une société meilleure, puis d'être meilleur nous-mêmes, il faut travailler à ça. Sinon, je pense que c'est vraiment la meilleure attitude à adopter. Fait que c'est de ne pas avoir peur de regarder en arrière puis de retravailler sur nos erreurs, de voir les erreurs puis de se dire, ben regarde, la prochaine fois, on pourrait le faire comme ça au lieu de juste fermer les yeux puis... Oui, exactement. Ça, c'est le concept du debriefing. Là. Fait que vraiment, ça s'applique à tout dans la vie. Là. Souvent, c'est des situations qui sont plus urgentes, mais on peut le faire par rapport au projet, même si c'est pas quelque chose d'aigu, là, de rapide d'exécution. Puis, nous, souvent, ce qu'on fait concrètement dans le milieu de la santé, c'est quand il arrive un arrêt cardio-respiratoire, puis qu'on doit prendre des mesures rapides et tout ça, des mesures de communication, d'action, de thérapie, de traitement. Puis, des fois, c'est pas parfait à chaque fois. Des fois, il peut y avoir des manques de communication, des fois, il peut y avoir des choses à améliorer. Donc, après chaque action, je pense qu'il faut se remettre continuellement en doute léger. Là. Je pense qu'il faut garder une confiance en soi, puis il ne faut pas non plus remettre tous les principes de base en doute, mais je pense qu'il faut vraiment remettre en question ce qu'on fait, puis comment l'améliorer, puis à savoir si ça amène jamais vers dire que ça a été parfait. Là, exactement. Je pense que la perfection n'existe pas, puis la vie, c'est d'essayer d'aspirer à la perfection, pour moi, là, selon ma vie personnelle, puis je pense que le moyen de le faire, c'est vraiment d'avoir une bonne introspection, puis de travailler fort à voir ce qui peut être amélioré dans ce qu'on fait, ce qu'on est. Cette façon d'approcher justement la crise et l'évaluation de la crise, tu parles justement de debriefing, de comparaison. Est-ce que c'est un peu cette dynamique-là qui te pousse à aller en recherche en cardiologie plus tard? Je dirais que c'est la curiosité. Je pense que... Puis oui, effectivement, là, je suis d'accord. Le débriefing, de revoir un petit peu ce qu'on fait, puis l'amélioration, c'est le sujet certain de mes intérêts en recherche, c'est de voir comment on peut améliorer la qualité des soins. Par exemple, récemment, j'évaluais c'est quoi l'impact d'un délai de suivi plus long ou plus court par rapport à certaines maladies, l'insuffisance cardiaque, puis on a trouvé que tout facteur confondu, de voir les personnes plus rapidement après leur sortie de l'hôpital, ça peut être bénéfique pour les empêcher de revenir de manière urgente à l'hôpital ou de décéder. Donc, je pense que de se remettre en question, c'est se poser les bonnes questions. Puis en se posant les bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. Puis quand on obtient les bonnes réponses, on fait de la bonne recherche. Fait que je pense que c'est comme ça que j'aurais à répondre à la question. Je pense que c'est aussi ma curiosité de nature, là, je pense qui me drive à aller en recherche. Puis à tout le temps essayer de répondre aux questions, soit les miennes ou soit les celles du milieu ou les autres acteurs du système de santé ont pour essayer d'améliorer ça. Avec la fermeture de certains départements de soins par manque de personnel, étant médecin, qu'est-ce qui cause, selon toi, la pénurie de professionnels et pourquoi certains médecins quittent le réseau et parfois le Québec? Je pense qu'il y a deux volets à cette question-là. Je pense qu'il y a le volet des professionnels, outre les médecins, puis le volet des médecins par rapport à cette question-là bien spécifique. Là. Bien comprendre, je pense qu'on est comme un égal avec toutes les personnes, tous les professionnels et tout ça. Je trouve qu'on devrait être sur un pied d'égalité tout le monde. Là. Mais cette question-là se répond vraiment en séparant en deux points. Fait que c'est la question des professionnels. Mais je pense que les professionnels, surtout dans le contexte de cette crise-là, on fait face à plusieurs défis. On a fait face à des défis d'affronter la peur. Fait que dans le fond, la peur,
ça a été un des problèmes principaux lors du tout début de la pandémie. Les professionnels qui œuvraient en CHSLD ont eu peur. Je veux dire, ils ont été très courageux, là, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ça l'empêchait les gens d'avoir une assiduité parfaite au travail. Puis là, dans le fond, étant donné que les gens étaient déjà surmenés, les gens travaillaient déjà beaucoup, puis c'était déjà un milieu exigeant qui était peut-être relativement sous-récompensé là, dans notre système de santé, mais ces personnes-là, ça a été comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puis avec la peur de la pandémie, je pense que ça a augmenté le taux d'absentéisme. Puis en augmentant le taux d'absentéisme, mais sur les autres membres restants qui sont déjà fragilisés par des conditions de travail qui sont difficiles, je pense qu'ils sont tombés au combat. Puis là, je pense que ça a fait en sorte que il y a une rotation de personnel qui était très importante, des personnes moins bien formées, pas par manque de volonté, mais par le fait qu'il y avait une rotation tellement incroyable de personnel que les gens n'avaient pas le temps de se faire former. Fait que je pense que ça a été très problématique. Je pense que faut avoir beaucoup de reconnaissance par rapport au personnel infirmier et au personnel para-hospitalier qui ont vraiment travaillé très fort pendant la pandémie puis pendant les années précédentes aussi. Là, je pense qu'ils n'ont pas eu assez de reconnaissance. Mais je pense que ça, c'était comme la pandémie, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait en sorte que les gens ont tombé plus facilement malades, soit psychologiquement ou physiquement. Outre la COVID, je parle, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont tombé au combat puis qui ont attrapé la COVID et tout ça, mais je pense que ça a infligé encore des blessures psychologiques, des blessures aussi même physiques, étant donné le surmenage, puis que ça a forcé la fermeture de certaines unités de soins. Puis ça fait un effet domino. Là. Donc la fermeture d'une unité de soins, ben veut pas, il y a un nombre fixe de malades, donc la charge de travail reste la même. Donc ça crée du stress plus sur les autres personnes. Puis je pense aussi qu'il y a notre société, il y a un vieillissement continu de la population. Fait que veut pas, on est de moins en moins de jeunes pour plus en plus de personnes plus âgées qui sont pas nécessairement toujours en voie de travailler. Fait que ça crée un stress quand même assez important. Puis je pense que dans le fond, aussi, un autre aspect par rapport à la clarification des volontés de soins, là, ça c'est quelque chose, je pense, qui est un problème dans la société actuelle en termes de médecine, c'est que la mort puis les situations de fin de vie, c'est tabou. Fait que là, les personnes ne savent pas exactement ce qu'ils veulent rendu à la fin de leur vie, donc ils utilisent de manière disproportionnée les soins de santé, alors que peut-être que si on leur demandait, certaines personnes qui sont en situation de fin de vie désiraient juste, par exemple, des fois des soins de confort, nécessiterait une utilisation moins grande des ressources plus intensives, par exemple les soins intensifs, les milieux de soins aigus. Fait que ça, je pense que c'est un devoir qu'on a chacun de discuter avec nos proches, puis des personnes aussi, puis de nous-mêmes, de nos volontés en cas de maladies graves ou de maladies incurables, parce que ça l'améliorerait justement l'efficacité des soins de santé. Puis parce qu'il y a une grosse proportion des coûts en termes de soins de santé, puis d'utilisation des ressources qui sont dans les dernières années de vie des patients. Fait que les gens, c'est correct, là, même si tu as une situation qui est grave et tout ça, de vouloir un traitement intensif, ça, loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas correct, mais il y a des gens qui reçoivent des soins relativement intensifs, là, pas de manière figurée, je veux dire qu'ils reçoivent des soins actifs dans des milieux de soins aigus, que si on leur demandait que dans le fond, ce niveau-là de soins serait inapproprié pour eux, puis ils voudraient juste retourner à la maison, puis vice-versa. Là. Fait que je pense que de clarifier le niveau de soins, ça pourrait améliorer beaucoup la résilience de ces unités-là, puis d'améliorer aussi la charge de travail. Puis ça, c'est des petites pistes de solutions. Là. Je pense pas révolutionner le milieu de la santé en disant ça, mais c'est ma vision des choses, je dirais. Puis pour le deuxième volet de la question, là, j'ai fait un long détour. Finalement, je reviens vers le début de la question. Ça, c'est un de mes défauts. Là. Parce que justement, c'est ça qu'on veut. On veut que tu puisses l'aborder selon le volet que tu vas apporter. Puis, on s'entend que pour nous, la question est simple et courte. Mais on s'entend que la réponse n'est jamais aussi simple que la question. Là. Je pense que en ce qui a trait aux médecins, puis l'exode des médecins, ben c'est un phénomène quand même assez important, puis je pense que ça a lieu avec la planification des effectifs médicaux, là, le recrutement, parce que le processus de formation des médecins spécifiquement, c'est un processus qui est très long, là, dans le fond, moi, de A à Z, quand j'ai commencé à être dans les hôpitaux en termes de
de stage, ben, tu sais, il s'est passé comme 7 ans entre ce moment-là, tu sais, puis aujourd'hui, là. Puis ça, c'est juste depuis la fin de mon université. Puis depuis l'entrée en médecine, ben, c'est comme 11 ans, là. Fait que, tu sais, faudrait prévoir les besoins comme 11 ans en avance. Fait que ça, c'est comme imprévisible. Fait que, tu sais, dans le fond, les effectifs médicaux sont calculés des nombreuses années en avance. Fait que je pense que c'est là que la difficulté est. Parce que, tu sais, si on a trop de médecins qui vont aller dans un certain milieu ou pas assez, ben, c'est très difficile de prévoir beaucoup d'années en arrière, en avance, pardon. Fait qu'étant donné ça, ben, il arrive certains milieux, soit de milieux pratiques comme régionaux, comme par exemple Montréal, Québec, différentes villes qui sont comme plus prisées par certains. Puis ça crée une imbalance, fait que ça fait en sorte que il y a peut-être trop de médecins qui veulent aller à un certain endroit versus d'autres, fait que, puis qui ont certaines aspirations professionnelles. Fait que donc, pour rechercher leur aspiration professionnelle puis leur aspiration de milieu de vie, ils vont aller dans d'autres provinces ou d'autres milieux en dehors du pays. Là. Donc, je pense que c'est un des problèmes. Je pense pas que c'est un problème de salaire. Là. Les salaires au Québec sont quand même relativement importants comparés aux autres provinces. Puis, c'est quand même compétitif par rapport aux autres milieux dans le monde. Là. Mais je pense pas que c'est un gros aspect actuellement, là, selon moi. Là. Mais c'est sûr que ça joue un certain rôle, mais c'est moins. Je pense que c'est vraiment la planification des effectifs médicaux qui est difficile là, de le planifier plusieurs années en avance. Prochaine question. Et sens-toi tout à l'aise de nous dire que tu ne veux pas y répondre aussi. Là. Comment te sens-tu en tant que médecin lorsque tu vois les dirigeants politiques essayer de diviser un peu la population? Disons que là, pendant la pandémie, on va aller chercher des médecins qui vont être payés à 200$ et que là, tu vois la population, en voyant cette information-là, se fâcher contre tes collègues, se fâcher même des fois de la part d'autres professionnels de la santé et des services sociaux, voir cette division ou cette drasticité au fond envers ta profession de la part des dirigeants, parce que c'est quand même eux autres qui causent cette hostilité non nécessaire, on s'entend, là, c'est pas les médecins qui sont allés aider dans les CHSLD qui ont demandé d'être payés 200$ de l'heure, là. Ouais, je pense que c'est une manière d'instrumentaliser le sentiment de la population par rapport aux négociations salariales et de la rémunération. Là. Je pense que dans le fond, c'était peut-être excessif comme offre pour aider en CHSLD quand on faisait appel à l'aspect un petit peu plus humaniste, mais en contrepartie, il faut comprendre que certaines personnes auraient diminué leur salaire horaire par rapport à le travail qu'ils auraient fait dans CHSLD et leur travail actuel. Mais je pense que dans le fond, c'est un petit peu disproportionné comme offre. Je pense que dans le fond, le fait d'identifier le salaire comme plus élevé comme étant comme source de négociation, c'est un peu répréhensible. Je pense que il y a plusieurs aspects à tenir en considération là-dessus. Je pense que il y aurait lieu dans le système de santé actuel à une meilleure redistribution des salaires et des rémunérations là, parce que on travaille en équipe. Là, je pense que il y aurait lieu de mieux homogénéiser les salaires. Là. Je pense qu'il devrait quand même avoir un certain avantage salarial face à la profession médicale comparé aux autres professions, mais qui devrait être probablement amoindri par rapport à ce que c'est actuellement. Je pense qu'il faut que ça tienne en compte justement des années d'études, puis des implications. Mais je pense que pour avoir un système de santé plus résilient, puis plus efficace, il y aurait lieu à une meilleure redistribution des salaires, puis des avantages par rapport aux différentes professions versus la profession médicale en tant que telle. Je pense qu'il faudrait que ce soit un équilibre entre ça, là, entre la rémunération par rapport aux années d'études qui sont quand même assez longues, mais comparé justement à l'effort aussi que les autres professionnels du système de la santé fournissent. Je pense qu'il y aurait lieu à peut-être amoindrir les différences salariales. Je pense que de démoniser un petit peu certaines intentions de médecins par rapport à leur niveau salarial, ça je pense que c'est un peu répréhensible. Je pense pas que ça soit comme vraiment adapté en fonction de leur travail, de leur rapport. Puis, mais je pense qu'il y aurait lieu de faire certaines modifications dans le système de rémunération actuel. Il y a plusieurs
aspects de la rémunération qui sont questionnables par rapport aux médecins actuellement, puis qui pourraient être amoindris de manière à favoriser le salaire ou les avantages sociaux de certaines autres professions dans le système de la santé. Je pense qu'il faut, dans le fond, il faudrait qu'on ouvre un dialogue vraiment peut-être ouvert entre les différents acteurs impliqués dans cette question-là, puis qu'on n'utilise pas des stratégies vraiment de mettre en conflit les différents acteurs du problème. Je pense que tous les acteurs doivent se présenter comme en unisson pour répondre aux questions de manière honnête, franche. Je pense pas qu'il devrait y avoir de tabou en termes de salaire ou des choses comme ça. Là, je pense que il faudrait vraiment qu'on se pose des bonnes questions. Puis, les acteurs du système de la santé, les différents acteurs sont essentiels pour que le système de santé fonctionne. Fait que je pense que il faudrait qu'on s'assure qu'il y a une certaine stabilité entre les différents acteurs du réseau. Je tiens à souligner ton équilibre dans ton attitude professionnelle. Tu sais bien marier la science et l'humain dans ton analyse et ton approche à ta profession. Ça m'amène un peu plus vers... on va retourner plus vers la famille. On a parlé beaucoup des personnes âgées que tu côtoies autant dans ton domaine de profession. Mais est-ce que tu aurais un aîné à nous présenter aujourd'hui? Ouais, un aîné à présenter, ben c'est Raymond Biloc, là. C'est le grand-père de ma copine. En fait, c'était là. Malheureusement décédé cette année là, d'un cancer de la prostate. Donc Raymond, c'était vraiment un homme qui était très érudit, qui connaissait tout. On pouvait lui demander des questions aussi triviales que c'est quoi la distance entre Montréal puis Trois-Rivières, par exemple, en termes de kilométrage, que de parle-moi de ton opinion au sujet du gouvernement actuel, ou parle-moi de, je sais pas, le tel événement historique, puis il y avait toujours la réponse à tout. C'était un homme qui était attentionné face à sa famille, qui portait les besoins de sa conjointe, puis de sa famille élargie avant les siens. C'était un homme qui était très débrouillard, puis qui était très habile de ses mains, qui pouvait réparer n'importe quelle mécanique ou objet électrique, puis qui faisait encore à 93 ans, 92 ans, les travaux sur sa maison, puis les entretiens sur sa génératrice, par exemple. Là. Fait que je pense que c'est un exemple de vieillissement réussi, là. On parlait plus tôt dans l'entrevue des habitudes de vie adoptées. Là. Cet homme-là, il avait des super bonnes habitudes de vie, autant point de vue alimentaire que varié. Là, jamais fumé, par exemple. Puis, fait qu'étant donné ça, il y a eu un vieillissement réussi, un vieillissement autant cognitif que physique. Puis pour moi, c'est un exemple de personne à suivre, point de vue des habitudes de vie, de la santé, des valeurs humanistes. C'est la personne aînée qui m'a le plus marqué. Autant aussi par son attitude face à la maladie. Même s'il a été malade, il était atteint du cancer, ben, il était toujours aussi attentif à ses proches qu'il l'avait été par le passé. Il faisait passer ses problèmes en second. Fait que, autant pour ça, je trouve que c'est des valeurs très humanistes, puis qu'on peut s'en inspirer de tout le monde. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, là, étant donné son vieillissement réussi, puis ses valeurs personnelles. Ouais. Et quel cadeau que tu dirais qu'il t'a légué? Il m'a légué, ben c'est sûr que j'avais cette conviction-là un peu auparavant, mais il a peut-être renforcé les convictions par rapport aux soucis de l'autre. Je pense que c'est très important d'être attentif face aux besoins de ses proches, peut-être disponible face aux proches quand ils ont des problèmes ou des besoins d'aide. Fait que c'est sûr, j'ai toujours été attentif à mes proches, mais des fois, je me perdais un petit peu dans le travail, les études, puis d'autres aspects, ce qui est partiellement compréhensible, mais il a vraiment comme renforcé l'attitude que j'avais par rapport à la famille, les amis, le cercle proche, puis d'être disponible pour eux. Fait que de faire un don de soi, en fait. Fait que c'est ça son cadeau, c'est la capacité au don de soi et à l'attention par rapport à la famille et les proches. Bien, merci beaucoup. Merci.
Ça nous amène à notre segment Améthyste. Donc, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais laisser à nos auditeurs, futurs étudiants, futurs médecins ou professionnels de la santé? Donc, je te laisse. Bon, ben, pour un mot de la fin, ben, je pense que dans le fond, tout le monde doit porter attention à ce qui lui est cher et proche, doit mettre ça dans ses priorités. Puis ça, dans le fond, ça va agir comme carburant par rapport à ce que la personne va être capable d'accomplir, peu importe ses capacités. Je pense que c'est sûr qu'on est avec des capacités innées dans la vie, mais avec une bonne motivation, des valeurs qui nous sont chères, qu'on applique, je pense que rien n'est impossible. Je pense que la pandémie a été difficile pour tout le monde cette année, mais je pense que c'est une occasion en or d'identifier ce qu'on a fait de bien, puis de renforcer ce comportement-là, puis d'essayer d'améliorer les choses qui c'est peut-être pas parfaites à la base. Donc, je pense que c'est une occasion de se relever en tant que société et en tant qu'individu. Il faut prendre cette opportunité-là pendant qu'elle est au vol. Mais merci beaucoup pour ce message, ce partage. Donc, ça nous amène à notre mot de la fin. Donc, je remercie Dr. Patrick Prudhomme d'avoir participé avec nous à ce podcast. Merci encore une fois. C'est mon plaisir. Merci de m'avoir invité. Et je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube ou visiter notre site internet au www.mauv.ca. Sinon, pour assistance immédiate, n'hésitez pas à nous contacter au 514-708-MAUVE 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée sereine et à bientôt!